petite histoire rapide pour vous mettre dans le contexte, formation professionnelle. Moi, j'étais une drop-out. J'ai lâché l'école à 15 ans et demi. Je suis retournée à 19. J'ai commencé à travailler en recherche médicale à l'Université Laval, parce que c'est drôle, on est dans la salle Saint-Rédempteur, mais moi, je viens de Saint-Rédempteur, au bord du pont. Fait que chez nous, je suis quasiment à la maison chez nous, finalement. Et puis, oui, j'ai lâché l'école. J'ai commencé ma carrière en recherche à l'Université Laval, à la faculté de médecine. Je changeais des rats de cage. C'était vraiment ma job. La première journée que j'ai changé des rats de cage, on m'a expliqué comment ça se faisait, cette affaire-là. Ça se fait pas n'importe comment changer des rats de cage, hein? Oubliez ça, là. Il y a une technique à ça. Puis, il faut attraper son rat par le chignon du cou, comme disait ma mère dans le temps. Viens te faire laver, on nous prenait par le chignon du cou. Et puis, tu prends ton rat, puis tu le pognes comme ça, puis tu le changes de cage. Puis, ça a l'air tout simple, puis... sauf que c'est des rats, c'est des gros rats, hein, c'est des gros rats de laboratoire, là. Puis en plus de ça, c'était un projet de recherche sur l'habituation aux drogues. Fait que quand tu commences à en manquer, ils ne sont pas commodes. Et puis là, tu rentres dans une salle, tu te changes parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de microbes, hein, c'est des pathogènes free en bon français. Puis après ça, tu t'en vas dans l'autre salle pour changer tes rats de cage. C'est comme une chambre noire. Puis, fait que là, on m'explique comment faire. On me dit surtout, on n'attrape jamais un rat par la queue. Jamais. On ne fait pas ça. Alors, j'en fais un ou deux devant les gens, puis ils s'en vont, ils me laissent. Puis là, j'ai dit, OK, on va continuer, il y en a une quarantaine à faire. Puis là, je viens pour prendre mon autre rat par le chignon du cou, il se tourne la tête, puis je fais ça comme ça. Je dis, mais je suis jamais capable. J'ai 15 ans, hein, je vous rappelle, j'ai 15 ans, je pèse 94 livres mouillés, je suis pas grosse. La première fois que je travaille de ma vie. Fait que là, je me dis, non, merde, il doit y avoir moyen de faire autrement, là. Pas me faire mordre par ces rats-là. Je vais coller deux cages, une à côté de l'autre, puis je vais le pogner par la queue, mais je slogne direct, fait qu'il ne peut rien arriver. Fait que je fais ça, je me trouvais bien intelligente, là, je trouvais que c'était un bon truc, mon affaire. Je fais ça, je pogne mon rat par la queue, mais dès que tu l'as pogné par la queue, le rat, là, vous savez ce qu'il fait? Il se met à spinner. Il spinne. Je suis restée, ça fait pas de blague, avec un bout de queue dans la main. Et un rat qui se promène à quelque part, il fait noir là-dedans. Je suis sortie de cette salle-là en courant. Alors, la gang, là, ils étaient tous là dans le corridor, puis ils disaient « Ah, je l'avais dit! 35 secondes! » Il avait gagé combien de temps ça allait me prendre pour sortir de là. Il était sûr que j'allais attraper mon rat par la queue. Bon. Juste pour vous dire que avoir de la misère à l'école, parce que moi, je pensais que je n'étais pas bonne à l'école, fait que c'est pour ça que la première fois que j'ai eu une job comme ça, surtout au État 10 chez nous, regarde, tu donnais le 3/4 de ta paye. Ben non, ils me laissaient 5 piastres, mes parents, par semaine, c'était bon. Je niaise un peu, là, mais je pensais que j'avais beau avoir assez bien réussi jusque-là, j'avais toujours l'impression que le test de la réalité s'en venait, puis que je savais bien, moi, que j'étais pas si bonne que ça. Le test de la réalité est arrivé sous la forme d'un examen de géométrie plate, que j'appelais, que j'ai coulé, mais alors là, religieusement, puis j'ai lâché l'école. Parce que pour moi, c'est le verdict de la réalité. Fait que je vais vous parler du sentiment d'efficacité personnelle en vous disant que c'est une affaire que je connais assez bien intimement. Des fois, d'ailleurs, je dis qu'il y a du monde qui va en thérapie pour ça. Moi, je travaille là-dessus. Je fais mon autothérapie, puis je suis payée pour le faire, c'est encore mieux. C'est tout bon. Fait qu'on va y aller plus sérieusement. Le sentiment d'efficacité personnelle. Alors, on s'entend pour dire que, là, je vais faire l'école 5 minutes, mais après ça va pas trop longtemps. Mais il faut faire l'école un petit peu pareil des fois. Les besoins fondamentaux de l'être humain, on les connaît. Les besoins psychologiques, j'entends évidemment. Hein? Avoir un sentiment de contrôle sur ce qui survient dans notre environnement. C'est pas drôle, là, quand tu es dans un environnement où tu as l'impression qu'il peut se passer n'importe quoi et que tu ne contrôles pas. Hein? C'est important pour notre bien-être psychologique. Avoir le sentiment d'être à notre place dans notre milieu, d'être apprécié comme personne. Compter pour les autres, puis d'être en relation avec les autres. Donc, je ne suis pas toute seule dans mon environnement. Je suis dans un environnement social où j'ai un réseau. Avoir un sentiment d'efficacité personnelle dans l'exercice de nos rôles, de nos fonctions, quels que soient nos rôles, nos fonctions. Hein? On a besoin d'avoir un sentiment d'efficacité personnelle. Et ces besoins-là, c'est ce qui fonde notre bien-être psychologique de toute personne. Jusqu'au premier ministre. Des fois, ils ne savent pas, mais c'est pas grave. Et comme
on est ici pour parler des étudiants en formation professionnelle. Je vais insister aujourd'hui sur 2 besoins. Parce que nos étudiants en formation professionnelle, vous les connaissez mieux que moi, vous travaillez avec eux. Vous savez que ce sont des jeunes personnes qui ont tout un bagage d'expérience avec l'école. Bagage d'expérience qui est généralement pas tellement positif. Des fois, je dis qu'ils sont en situation de désamour avec l'école. Ça n'a pas été facile, ça a été dur. Puis l'école, c'est un milieu qui est souffrant pour eux. Et quand ils reviennent, c'est souvent après plusieurs années où ils sont allés faire autre chose. Donc, pour ces personnes-là, travailler avec ces personnes-là, ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne des choses. C'est que ce besoin-là est un besoin fondamental sur lequel on peut agir dans le milieu et le sentiment d'efficacité personnelle dans l'exercice de leur rôle comme étudiants, c'est-à-dire d'apprendre, d'être là où ils sont pour faire ce qu'ils sont supposés de faire. Si je vous disais, vous pouvez me donner une petite définition vite du sentiment d'efficacité personnelle, vous seriez probablement arrivé grosso modo à quelque chose qui ressemble à ça. Hein, yes, I can. Donc, la croyance de l'élève dans sa capacité d'apprendre, de comprendre, de pouvoir réussir les activités scolaires qui lui sont demandées. C'est une définition très simple. Quand on parle des enseignants, parce qu'on en a un, nous autres aussi, hein, c'est pas une affaire juste pour les élèves, c'est pour nous autres aussi. C'est la conviction qu'on a d'avoir les ressources, les compétences qui sont nécessaires pour bien exercer notre rôle et d'arriver à faire apprendre puis réussir nos élèves, puis autant que possible, tous nos élèves. Et donc, notre sentiment d'efficacité personnelle comme enseignant, bien, il dépend ici de la connaissance qu'on a de nos faiblesses, nos difficultés personnelles, mais aussi la connaissance qu'on a de nos forces, nos habiletés, nos connaissances, nos stratégies, notre capacité d'entrer en relation. Puis c'est un petit peu la balance entre ces 2 aspects-là qui détermine le degré de sentiment d'efficacité personnelle qu'on a comme enseignant. Pourquoi c'est important, le sentiment d'efficacité personnelle? C'est important parce que le sentiment d'efficacité personnelle, ça agit comme ce qu'on appelle un schéma de soi. C'est un grand mot, mais qui veut juste dire qu'à partir du moment où on a développé un schéma de soi d'être quelqu'un soit de très compétent ou de quelqu'un de moins compétent, toute l'interprétation qu'on va faire de ce qui se passe autour de nous est faite à travers cette lunette-là. Y compris, ça commence d'abord par les informations qu'on va sélectionner dans la situation et ensuite le sens qu'on va leur donner. Si on parle d'un élève en difficulté, par exemple, bien, l'élève qui est profondément convaincu d'être un élève incompétent, même quand il réussit, cet élève-là, puis c'est bien documenté dans les études, même quand il réussit, si vous le questionnez sur sa réussite éventuelle, il va vous dire que « Ah, bien, c'est parce que c'était facile. Ah, c'est parce que toutes les autres ont réussi. Ah, c'est parce que ça, c'est parce que ça. » Il va invoquer ce qu'on appelle des raisons externes à lui. Il ne va pas dire c'est parce que, dans le fond, je ne suis peut-être pas si con que ça. Non, il ne va pas dire ça. Il va dire c'est parce qu'il est arrivé toutes sortes d'affaires comme ça. Et c'est pour ça que c'est important, ce sentiment-là, parce qu'il agit comme une espèce d'autoprophétie. Hein? Mais par contre, quand il y a un échec, bien là, c'est sûr que ça, c'est la preuve ultime, comme moi, mon examen de géométrie plane, que je le savais bien, que je valais rien. Puis, fait que le sentiment d'efficacité personnelle, c'est un beau terme, mais ce n'est pas juste un beau terme. C'est pas innocent dans la vie. C'est au contraire, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est ce qui détermine tous les accomplissements qu'on va faire dans notre vie. Parce que c'est vrai à l'école, mais c'est vrai dans votre vie sentimentale, c'est vrai dans vos relations. Je suis capable, moi, de régler mes problèmes interpersonnels avec les autres où je ne suis pas capable, jouer au golf, n'importe quoi. Hein? Ça détermine la qualité de nos accomplissements. Et là, je vous présente mon père spirituel, pour ainsi dire, Albert Bandura. Je suis présidente de son fan club depuis 1982, exactement. Mais il ne sait pas. Bien, il sait que je l'aime, mais là, il est rendu à 92 ans. Il est toujours vivant. Bandura, c'est le psychologue le plus connu dans tout l'univers de la psychologie, parce que son concept de sentiment d'efficacité personnelle, il s'applique à peu près à tous les domaines de fonctionnement de la vie. Hein? Dans les écoles, partout, là, quelles que soient les équipes sportives, nommez-les, là, il s'applique à peu près partout.
Et ce que Bandura nous dit, c'est que, pourquoi c'est important le sentiment d'efficacité personnelle, c'est parce que notre motivation, nos états émotifs, nos actions, ça repose davantage sur la représentation qu'on a de nos capacités ou de nos compétences que sur nos capacités ou nos compétences réelles. Fait que ça, retenez ça, là, parce que c'est vraiment important. Notre motivation, ça ne dépend pas de nos vraies capacités. Ça dépend de ce qu'on pense de nos capacités. Puis ça, je vais vous le montrer. Vous allez être convaincu quand vous allez sortir d'ici. Non, faut pas que je fasse preacher, là, c'est pas bon. Ça nous amène à parler de la motivation, être ou ne pas être motivé. J'ai piqué ça à un auteur célèbre, en le modifiant un petit peu. Là n'est pas la question. Quand on parle de motivation, souvent à l'école, tout le monde est familier avec les concepts de motivation intrinsèque. Tu sais, l'enfant qui veut, l'élève qui veut, il veut. C'est la motivation intrinsèque. Puis la motivation extra-sèche, comme disent mes étudiants, des fois dans leurs examens, dans leur extra-sèche, qui est cet élève ou cet enfant qui marche juste au bâton et à la carotte. Tu sais, je veux dire, il ne va jamais rien faire. Si tu ne promets pas le dernier jeu, je ne sais pas trop quoi, là, je ne vais pas dire rien, ça va paraître que je n'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, la dernière affaire électronique où il ne va rien faire. Fait on se promène beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se promènent encore avec une conception de la motivation comme ça, mais cette conception-là est vraiment déprimante. Elle est déprimante, puis elle est particulièrement déprimante, je dirais, dans le milieu de l'éducation, parce que si on admet que c'est ça la motivation à apprendre, bien, ça veut dire que à partir du moment où tu trouves qu'un élève n'est pas motivé, bien là, je ne peux rien faire. Hein? Je ne peux rien faire, il ne veut pas. Il veut pas. Fait que tu as un trait de personnalité quasiment. Fait que là, si vous allez voir les psychologues cliniciens, puis que vous leur demandez, c'est-tu possible de changer les traits de personnalité de quelqu'un, ils vont vous dire, ben non, là, tu sais, je veux dire, oublie ça, là, changer les traits de personnalité. Je ne change pas bien gros. Fait que c'est une conception de la motivation qui est vraiment déprimante et qui n'est pas utile au milieu de l'éducation. On a une autre conception de la motivation qui voit plus la motivation comme une disposition à s'engager dans une activité, puis à décider qu'on consent les efforts pour l'amener à bien. Donc, ça dirait, par exemple, cette tâche, est-ce que ça vaut la peine de faire tous les efforts qu'il faut faire pour faire ça? Hein? Elle, non. Ah, l'autre, peut-être oui. Donc, en même temps, ça veut dire que dans cette conception-là, la motivation, c'est vu comme un état dynamique. Je ne suis pas toujours motivée de la même façon à tous les jours pour faire ma job. Je pense qu'on vit tout ça. Hein? Bien, les élèves sont pareils. Ils ne sont pas motivés tout le temps de la même façon pour faire leur travail. Donc, on va dire que la motivation, c'est plutôt un état dynamique qui varie dans le temps, puis qui s'exprime dans un certain cadre où il y a des opportunités, puis il y a des contraintes aussi. Fait que là, on va faire la balance entre les opportunités puis les contraintes, puis on va voir si ça nous dispose à vouloir s'engager dans cette tâche-là. Donc, maintenant, j'ai le temps, c'est peut-être le bon moment pour essayer de faire cette affaire-là que je trouve qui est difficile. Mais surtout, la motivation, suis-je vraiment capable de réussir cette tâche qui est écrite en bas? OK? Fait que c'est ce qui va déterminer, puis ça, c'est important de retenir ça, parce que ce que ça veut dire sous une conception comme ça, qui est probablement plus intéressante pour nous comme enseignants, parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus. Hein? OK, comment je peux l'organiser, la situation, pour qu'il y ait plus d'opportunités que de contraintes dedans? Hein? C'est variable, on sait que c'est variable, on sait que c'est dynamique. Donc, comment je peux faire pour amener mon élève à avoir plus envie d'embarquer dans l'affaire? OK? Fait que là, c'est fini les discours. Ah, il y a les élèves motivés, il y a les élèves pas motivés. OK, ça n'existe pas, ça, un élève pas motivé. Il n'y a pas un élève qui n'est pas motivé pour réussir. Tous les élèves voudraient réussir. OK, partons de ça. Tous les élèves veulent réussir. Il y en a juste une gang qui sont vraiment découragés de penser que peut-être ils ne sont pas capables de le faire. Puis qu'il y a du monde alentour qui ont l'air de les valider en plus de ça dans leur idée qu'ils ne sont pas capables de le faire. Fait que moi, je suis une fervente adepte de l'idée que tous les élèves sont motivés. Maintenant, après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette motivation-là? C'est autre chose.
Alors, le site de l'élève, comme notre site à nous, à l'école ou ailleurs, on ne vient pas au monde avec ça. Donc, on ne vient pas au monde avec ça, ça se construit. Je suis une constructiviste, excusez, mais c'est ça. Moi, j'ai été élevée à la Piaget, métacognition après, puis c'est ça. Fait que psychologie socio-cognitive, qui nous dit que le sentiment d'efficacité personnelle, ça se construit. Il y a 4 sources principales. Les expériences antérieures, l'observation d'autrui, les messages explicites et implicites d'autrui, puis l'interprétation des indices physiologiques et psychologiques qui surgissent au moment où on va faire les tâches. On va les voir rapidement une par une. Alors, les expériences antérieures, c'est la source la plus importante. Ça, on sait que c'est la source la plus importante du sentiment d'efficacité personnelle. Puis elle l'est d'autant plus en milieu scolaire puis en FP ou n'importe où, qu'il faut en faire de l'évaluation. OK? Il faut évaluer, c'est évident. Fait que l'élève, il reçoit beaucoup d'informations sur ses réussites, ses échecs, et donc, ça explique que ce soit la source la plus importante. Cependant, à une condition, c'est justement de s'en attribuer la responsabilité. Pas de dire « je ne suis pas bonne aujourd'hui parce que je ne suis pas dynamique, parce qu'il fait tellement chaud dans cette salle-là que… » Non, on ferme le spot, puis on se reprend. Donc, la réussite dont on s'attribue, les réussites dont on s'attribue la responsabilité contribuent évidemment à construire, puis à augmenter notre sentiment d'efficacité personnelle, alors que les échecs dont on s'attribue aussi la responsabilité contribuent à diminuer notre sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est la première source. La deuxième source, c'est l'observation puis la comparaison sociale. C'est ce qui est le fun un petit peu dans la théorie de Benzura aussi. Benzura, il nous dit, pour recueillir des informations sur soi dans la vie, sur nos capacités, tout ça, on n'est pas obligé d'être toujours en action. On acquiert des informations sur nos capacités en regardant les autres. Les autres qu'on trouve être des personnes qui sont assez semblables à nous, les voir réussir dans une tâche va nous dire que, peut-être que je suis capable, moi aussi. OK? Ça va nous informer sur notre compétence. Mais si c'est une personne que tu considères comme étant plus compétent que toi, puis ta voix échouée, là, tu vas te dire, peut-être bien que je suis mieux de ne pas essayer ça, parce que, si elle n'est pas capable, des chances que je ne le sois pas. Donc, la comparaison sociale, c'est une source très importante du développement de notre sentiment d'efficacité personnelle. À la plus petite école, ça doit passer moins en formation professionnelle aussi. Il faut en parler beaucoup aux enseignants parce qu'ils font beaucoup de comparaisons. Ils font ça pour des raisons d'émulation, ils font ça de façon à construire, ils font ça pour le… Moi, je pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est vrai. Puis tout ce qu'on fait comme enseignant, des fois, on se met les pieds dans les plats, mais on les fait pareil avec des bonnes intentions. Puis ces comparaisons-là, en milieu scolaire, ils ne sont pas toujours… ils ne vont pas toujours atteindre l'objectif qu'ils prétendent atteindre. Fait que l'enfant qui se fait dire que « Ah, regarde, Simon fait donc comme Xavier, regarde, lui, il travaille bien, il réussit bien. » Simon, lui, il trouve que Xavier est bien plus capable que lui, là, puis lui, il n'est pas aussi capable que Xavier, là, mais quand il se fait dire ça, là, le prof, il fait ça pour, il sait qu'ils sont amis, puis il donne un modèle, mais je me rappelle plus du nom que je leur ai donné, en tout cas, Xavier, lui, là, regarde, tout ce que tu fais, c'est que tu génères de la honte, de la culpabilité, puis de la jalousie aussi, pourquoi Simon, il est plus capable que moi? Donc, il faut faire attention, mais c'est quand même une source très puissante du développement de sentiment d'efficacité personnelle. La persuasion d'autrui. Un message explicite, implicite d'une personne jugée experte. Une petite tranche de vie. Je suis retournée à l'école, je vous ai dit, à 19 ans, après l'avoir lâché. Je me suis mariée aussi. Je suis partie à Montréal. Je suis retournée à l'école le soir. C'était le fun. Notre première été comme jeune mariée, mon mari me donnait des cours de géométrie plane à tous les soirs quand on venait de travailler, parce que j'avais décidé que je passais pas un examen et que je retournais à l'école. Et tabarouette. Il était bon quand même. Et ce parcours doctoral que je suis retournée à l'école à 19 ans, finir mon secondaire 5, faire mon cégep. Je pouvais aller à l'université direct, puis je voulais rentrer par la grande porte en avant. On a toute cette petite fierté. Je me disais surtout qu'au cégep, on devait apprendre quelque chose d'utile aussi éventuellement, puis que c'était peut-être pas fou d'aller voir. Fait que j'ai fait ça. Ce qui fait que j'ai commencé l'université à 24 ans, j'ai fini à 38. C'est un long parcours. Hein? J'ai commencé à 19, je finis à 38.
Fait que là, j'étais vraiment contente la journée de ma soutenance de thèse. Ma mère, c'est un rédempteur à l'autre bord, elle me dit c'est quoi ça, soutenance de thèse? Ben là, je dis parce que, tu sais, elle trouvait que j'étais pas mal énervée. Je suis un peu énervée de mon naturel, mais j'étais vraiment énervée. Fait que là, elle me dit c'est quoi ça? Ben là, j'ai dit je vais expliquer ce que j'ai fait dans mon travail de recherche, puis là, je vais me faire bombarder de questions, puis là, ils vont décider s'ils me donnent mon doctorat ou pas, tu sais. Là, ma mère, elle me dit mais là, elle dit franchement, plus le temps que tu travailles là-dessus. OK. Elle touche pas vite, c'est ce qu'elle est en train de me dire. Hein? Ah, je dis, OK. Elle m'arrange le sentiment d'efficacité personnelle, pas rien qu'un peu. Elle vient, je vais la chercher après le train Charny, ça vient à Montréal, je vais la chercher au train, où je fais ce souper jusqu'à temps fin à la maison. Elle m'annonce qu'elle n'aime pas le mouton. Hey, c'est un gigot d'agneau, là. En tout cas, bref, elle faisait ça pour bien faire, hein, mais je veux dire, tabarouette, elle aurait pu rester à la maison. No joke, là. Mais à 8 heures le soir, j'ai un téléphone. C'est Adrien Pinard, mon directeur de thèse. Je suis sa 50e étudiante de doctorat qui finit. Écoute, bien, il en a vu d'autres, là. Fait que là, il me dit, puis il me connaît bien, Adrien, puis il me dit, bon, t'as pas trop battu les enfants. Je ne bats jamais mes enfants, moi. OK, puis t'as pas arraché tous les rideaux encore. Non, j'ai pas touché les rideaux. Puis là, il m'appelle, tu sais, parce qu'il sait que l'état dans lequel je suis. Puis il me dit, regarde, Thérèse, on va se parler entre les deux yeux, là. T'es ma 50e, t'es mes noces d'or. Ah, je l'avais oublié, il me dit ça. Ah, t'es mes noces d'or. Ah, OK, c'est le fun. Je te connais, je sais ce que tu sais, je sais ce que tu es capable de faire, je sais c'est quoi cette thèse-là, puis tu as vu les rapports de tes évaluateurs, il n'y a personne qui connaît ça, tu es la seule, tu es la première à travailler là-dessus au Québec. Fait qu'écoute bien, là. Fait que ça te remonte un petit peu le sentiment d'efficacité personnelle. C'était une personne experte par rapport à ma mère, hein? Heureusement qu'il m'a... Non, mais c'est vrai, maman, elle avait une 6e année primaire, là. Elle s'est fait arrêter d'aller à l'école pour aider sa mère parce qu'il était 20 enfants. OK. Écoute bien. OK. Donc, persuasion d'autrui, explicite, des encouragements, ou l'inverse, parce qu'il y a du monde qui décourage le monde, hein? Ah, laisse faire ça. Hey, j'ai déjà fait ça. À une maison. Ah, laisse faire, maman va le faire. Et Colline. Pas fin, ça. Message d'incompétence que tu envoies à ton enfant, Laurent. Bon. Mais regardez, je suis capable d'avouer mes crimes. Il n'y a personne de parfait. On apprend, hein, dans la vie. J'ai appris ça, là. Donc, les encouragements positifs, vas-y, tu es capable. Je le sais que tu es capable. Mais pas juste la claque dans le dos pour l'élève que tu sais qu'il manque le 3/4 des affaires qu'il faut qu'il fasse là-dedans. Pas parce que tu vas lui donner une claque dans le dos que tu vas lui dire, hey, tu es capable. Peut-être qu'il serait capable s'il y avait les outils qu'il faut, mais là, s'il les a pas, il ne pas plus. Pas bon, ça. Les encouragements ou l'inverse. Ça, c'est ce que j'appelle les messages explicites, des messages implicites aussi. Hein? Le message implicite, c'est ce qu'on appelle des perceptions de second niveau, ou la perception réfléchie, si vous voulez avoir un beau mot. La perception réfléchie, c'est la perception qu'on lit dans le regard de l'autre, c'est la compétence qu'on lit dans le regard que l'autre nous attribue. OK? L'autre qui nous regarde, puis qui a l'air de trouver qu'on n'est pas si pire que ça, puis qu'on va être capable. Ça envoie des messages aux élèves. Un élève qui est en difficulté, à qui on va décider de donner juste du travail facile à faire, ce qu'on envoie, c'est un message d'incompétence. Il n'est pas assez con pour s'apercevoir que on lui demande des affaires vraiment faciles, puis ce qu'on est en train de dire, c'est parce que toi, probablement, que tu ne vaux pas plus que ça. En fait, là, il y a tout un débat à avoir sur c'est quoi les niveaux de difficulté qu'il faut donner à nos élèves qui ont plus de difficultés pour travailler plus leur perception de compétences. C'est compliqué, c'est pas facile à faire, mais c'est sûr que ce n'est pas en les cantonnant dans des affaires faciles qu'on va les aider à construire leur perception de compétences. Puis les élèves de votre niveau, puis les élèves à qui j'enseigne, là, ma dizaine d'étudiants de doctorat que j'ai année après année dans mon labo, là, c'est clair qu'ils accordent beaucoup de crédibilité au jugement de leurs enseignants. OK? Parce que pour les élèves, les enseignants, c'est vous autres les experts. Hein? Ils savent que... Puis, même si leurs parents leur disent que, ils sont bons, il y a des parents, tu sais, les enfants, ils sont tellement tous des génies, là. La moindre barbeau sur un papier, c'est une esquisse de Picasso, quasiment, là, tu sais, on encadre ça, quasiment, montre ça à tout le monde,
Les enfants, c'est pour ça qu'ils croient plus, les autres adultes, ils croient plus les enseignants, parce qu'ils savent bien que les enseignants, bien d'abord, ils ont plus qu'un point de référence, ou 2 ou 3, gros maths, les grandes familles, mettons 4 comme moi, là. Les enseignants, ils ont bien plus de points de référence, hein? Fait que quand ils portent un jugement sur la compétence d'un enfant, c'est comparé avec un grand nombre d'enfants. Puis il y a aussi le caractère qui est jugé un petit peu plus objectif, moins pollué par l'affection des parents, même si la relation est chaleureuse. Les enfants, donc les élèves, puis ça va bien loin, là, accordent plus de crédibilité à votre jugement comme enseignant qu'au jugement de toute personne autour d'eux. Donc, les attentes qu'on lit dans le regard des autres, comment ça marche, cette affaire-là? Bien, ça marche de la façon suivante. Avez-vous déjà entendu parler de Pygmalion, l'effet Pygmalion? Ah, ouais, hein? OK. Bien, c'est ça, c'est comme ça marche, les attentes qu'on lit dans le regard des autres. Hein? J'ai toujours cru que tu réussirais, Pygmalion. Mais il y a l'autre aussi dont on entend moins parler, l'effet Golem, qui est à l'inverse. Être convaincu que nos élèves ne sont pas capables, ne sont pas bons, une gang de cruches, bien, ça va être une gang de cruches à la fin. C'est pas plus compliqué. Il y a des études très actuelles, parce que ça a été contesté beaucoup, l'effet Pygmalion. Ça nous énerve, on n'aime pas trop ça, savoir ça, mais ça a été vérifié et contre-vérifié. Puis ça l'a été encore il y a 2 ans, je pense, une grosse étude finlandaise, où on a, comme ça, pas manipulé cette fois-là, mais on a pris des mesures, on a demandé aux enseignants de porter des jugements sur les capacités d'apprendre des élèves de leur classe. Puis, selon que les enseignants avaient des jugements positifs ou moins positifs, ça n'avait rien à voir avec les capacités réelles des élèves, mais les élèves des classes où les enseignants avaient confiance que leurs élèves ils étaient tous capables d'apprendre, bien, ces élèves-là, ils réussissaient effectivement beaucoup mieux que dans les classes à côté où les enseignants faisaient des sélections, on disait « Ah, ce gang-là, c'est capable d'apprendre, mais ce gang-là, pas capable d'apprendre ça. » Fait que c'est plate, hein, mais comme ça. Bien, pourquoi c'est comme ça? Bien, parce que ça agit comme ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Tu sais, c'est comme quand on dit que l'action bombardier va baisser, bien là, tout le monde se dépêche de la vendre, tu sais, parce qu'elle va baisser. Puis qu'est-ce que tu fais quand tout le monde la vend de même, là? Bien, elle baisse. Puis personne qui en veut, tout le monde veut en vendre. Fait que moi, je sais, j'ai perdu de l'argent, là. Pouf! Faut pas que je me mette à parler de bombardier. Hein? Donc, ça agit comme des prophéties autoréalisatrices. Fait que c'est des histoires qui arrivent juste, comme ils disent au Saguenay, je pense, hein, des histoires qui arrivent juste. Parce que tu penses que ça va arriver, tu t'organises que ça arrive. Bien, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, effectivement, dans les classes. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un traitement différentiel qui se fait selon les croyances. Ah, on n'en est pas conscient. Les enseignants, ils n'en sont pas conscients d'agir comme ça. On n'est pas conscient d'agir comme ça. Même comme parents, des fois, avec les enfants. Tu sais, ça se fait aussi, là. Puis dans les milieux de travail aussi, ça se fait. Hein, ça se fait aussi. Donc, on ne se comporte pas de la même façon. Fait que c'est toute une espèce de mode d'action comme ça, parce que moi, au sujet de tel élève, je pense qu'il est vraiment très capable, bien, je me comporte envers cet élève-là en conformité avec la croyance que j'ai sur lui. Je vais le solliciter plus, je vais jouer dans sa zone de développement proximal. Oui, on parlait avec quelques-uns, OK, c'est bon. C'est cette idée qui dit que si on mesure notre développement, on a une tâche pour mesurer, mettons, le développement intellectuel de la personne. On la laisse aller. La personne, elle va faire un bout. Elle va se rendre. Ça, on va dire que c'est son niveau de développement actuel. Puis là, si on lui donne juste 2 ou 3 petits indices, on lui dit pas quoi. On lui donne juste 2 ou 3 petits indices, puis on dit, tu veux essayer de continuer? Puis là, tu t'aperçois qu'un enfant est un autre bout. C'est ça qu'on appelle la zone proximale de développement. Puis toutes nos actions comme enseignants, ils devraient toujours être dans la zone proximale de développement. Pas dans la zone actuelle, parce que si on reste juste dans... On parle souvent de la zone de confort. Si on reste dans notre zone de confort, dans notre zone de développement actuelle, ou si avec nos élèves, on se comporte de telle façon qu'on est toujours juste dans leur zone de développement actuelle, bien, ils ne se développeront pas. Ils sont déjà là. Hein? Fait qu'il faut aller jouer dans la zone de développement proximal, celle qui est toute prête à éclore, là, à condition qu'on lui donne une petite chance.
Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc, je me comporte en conformité avec ce que je pense. Puis l'autre, ben là, B, lui, l'élève, là, il me regarde aller, puis il dit « Wow, attends de moi. » Ah, ben écoute, non, attends de moi. OK, que ça veut dire, cette affaire-là? Il interprète mes comportements. Elle pense que je suis capable. Fait que là, regarde, il se met sa job, puis, tu sais, il se donne plus, puis là, ben c'est ça marche de même. Puis moi, ben là, je le vois réagir, puis, tu sais, s'engager plus, puis mettre plus d'efforts. Ben je suis contente, fait que je continue, puis c'est comme ça que ça marche. Hein? C'est pas un miracle. C'est pas un miracle, c'est ce qu'on appelle un processus de déterminisme réciproque. On est en interaction avec nos élèves. Puis, on agit envers eux, puis ils répondent, puis la façon dont ils répondent, ça fait ça change nos comportements. Puis quand on change nos comportements, ben, eux autres, ils changent aussi, puis c'est ça. Puis ça, on sait tout ça parce qu'on a fait des observations. Fait que c'est pas juste, pas de la théorie, là. Oui, ça devient de la théorie, mais c'est des observations qu'on a faites en classe. Hein? On est allé dans des classes, puis on fait des observations. Puis là, selon qu'on sait que l'enseignant, il pense que l'élève il est capable, ou plus capable, ou moins capable, surtout quand tu regardes avec des élèves ordinaires et des élèves dits en difficulté, il y a des différences dramatiques dans les échanges qui se passent entre les enseignants et ces élèves-là. Il y a des différences au niveau de l'attitude de la relation. La chaleur, les sourires, le soutien, même la proximité. Tu vois, là, il y a des enregistrements vidéo, ils montrent, là. L'élève en difficulté, il s'approche de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il fait, l'enseignant? Il recule. Il tient une distance avec son élève. OK? Il ne fait pas ça avec l'élève. Il ne fait pas ça avec l'élève qui fonctionne, d'après lui, fonctionne mieux. L'utilisation des récompenses, des punitions, les réactions à l'erreur, les félicitations, les critiques, donner raison, donner tort, c'est tous des aspects aussi où on observe des changements, des différences importantes dans le comportement des enseignants envers les élèves en difficulté versus les élèves qui réussissent bien. Et la même chose sur quantité et qualité des comportements dirigés vers l'élève. Donc, offrir des occasions d'apprendre des défis. On ne donne pas ça aux élèves qu'on pense contre. On a déjà décidé qu'ils n'étaient pas capables. Fait que on fait ça pour leur bien. Hein? On ne veut pas les mettre dans le trouble. On ne veut pas qu'ils se sentent encore moins bons parce qu'on est sûr qu'ils ne vont pas réussir. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Fait comment ça marche? Pourquoi c'est si important, le sentiment d'efficacité personnelle? Mais parce que c'est la boucle ici. C'est la dynamique ici qui se met en branle. Chaque fois qu'un élève est devant une situation, selon qu'il a un sentiment d'efficacité positif ou un sentiment d'efficacité plus chambranlant, on va dire, plus fragile, déjà, devant la tâche, avant même de le faire, il y a des scénarios anticipatoires. OK? Surtout l'élève en difficulté, là, quand il se retrouve devant une tâche, il est convaincu qu'il ne va pas être capable de le faire, là, bien, c'est ça. C'est déjà les scénarios d'échec qu'il y a dans sa tête. Il n'a pas encore commencé à travailler, que déjà, il se voit en train d'échouer. Puis, se voir en train d'échouer comme ça, bien, ça crée une activation émotionnelle qui est très négative. Entre vous et moi, puis à boîte à bois, c'est vrai que c'est plate d'être devant une tâche, tu es sûr que tu vas l'échouer, puis tu te dis, aïe, aïe, je passe une heure à faire ça, c'est déprimant. Ils ont honte d'avance de savoir qu'ils vont échouer, ils savent que, etc. Alors que, bien, dans le scénario inverse, l'élève qui a un sentiment d'efficacité positif, bien, lui, il se voit plutôt en train de réussir, il est enthousiaste, il est content, puis c'est des émotions positives qui surgissent. Oui? Dans le fond, c'est une précision là, que j'aimerais avoir, oui. C'est que pour l'élève qui, au contraire, se trouve dans la moyenne, qui est toujours comme en avance, donc très doué, très oui. facilité, oui. Est-ce que l'élève peut ressentir la même chose que ça? Ah oui. Écoutez, on a fait... Oui. Oui. Savez-vous, les élèves doués, puis on va y arriver, on va en parler dans 2-3 minutes, il y a des élèves doués là, qui sont vraiment convaincus qu'ils sont pas capables. Il ne faut pas partir avec... On les oublie seulement. Oui, madame. Oui. On va juste finir avec les émecs, puis on va y revenir effectivement dans 1 seconde et quart à peu près. Fait que, ben, en tout cas, fait que vous concevez facilement que cette activation émotionnelle, selon qu'elle est faite de colère, de tristesse, de culpabilité, de honte versus d'enthousiasme, de sentiment de défi, bien, elle joue différemment sur la disposition à vouloir s'engager dans la tâche. Hein? La motivation ici qu'on a appelée, là, elle joue très différemment.
Puis c'est cette disposition vouloir s'engager dans la tâche qui, évidemment, va permettre de générer les comportements d'engagement, les comportements d'autorégulation, ces activités qui sont garantes d'un résultat qui sera positif dans la mesure où la personne s'est engagée effectivement dans des processus très actifs de résolution de sa tâche, qui a fait une bonne autorégulation pour voir comment ça progressait. Bien là, on atteint des résultats qui sont plus positifs que dans le cas où la personne est plutôt dans une situation de passivité, puis elle attend juste que ça passe, là. C'est comme un mal dedans, là. Ça va finir, la cloche va sonner, puis on va pouvoir partir. Puis ça crée l'échec, évidemment, qui est attendu. Alors, les conséquences d'un sentiment d'efficacité faible, bien, vous les anticipez, vous les voyez déjà à court terme. Puis, encore une fois, tout ça, c'est des ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. J'en ai tellement vu d'élèves, des milliers d'élèves, là. Puis, c'est pas toute seule à travailler là-dessus non plus dans l'univers. Là, il y en a d'autres. Puis, c'est vraiment les comportements qu'on observe dans la tâche. Là, quand un élève a un sentiment d'efficacité faible devant une tâche, là, bien, c'est comme ça qu'il se comporte. Il évite les défis, curiosité, intérêt, persévérance, autonomie moindre, s'ennuie, passivité, évasion dans la rêverie ou, au contraire, il fait le con, puis il dérange, puis... Hein? Deux façons de régler ça. Anxiété élevée devant l'évaluation, évidemment, attente de rendement faible, puis rendement plus faible. Puis, bien, si c'était juste les conséquences à court terme dans une tâche en particulier, on dirait que ce n'est pas si grave que ça. Il y a des conséquences à long terme, là. Celles-là, elles sont graves. L'abandon scolaire prématuré. Bon, beaucoup de vos jeunes que vous récupérez en formation professionnelle, là, qui reviennent après un certain nombre d'années. Mais ça, c'est bien. Ils se rattrapent, ceux-là. Il y a tous ceux qui ne se rattrapent pas, hein? Avec les difficultés d'orientation de carrière, les difficultés d'orientation professionnelle, les possibilités de promotion sociale aussi qui sont réduites, parce que, je veux dire, tu sais, si tu n'as pas fini comme moi, là, je suis restée avec mon secondaire 4 avec un échec en géométrie plane, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Je ne pense pas, en tout cas. Je serais peut-être dans votre tête, là, en train d'être l'élève qui avait de la misère, là, mais je ne serais pas ici. Donc, vous autres, ça, c'est sûr. L'isolement social, l'atteinte au bien-être psychologique. Bon. Entretenir comme ça, qu'on dit de façon durable, un sentiment d'efficacité faible, ce que ça crée, c'est ce qu'on appelle l'aliénation scolaire. Avez-vous déjà entendu ça? L'aliénation scolaire, c'est lui, là, dans le coin. Là, lui, il est en situation d'aliénation scolaire. L'aliénation scolaire ou l'aliénation ailleurs, là, mais on parle de l'école, nous autres, ça fait qu'on va rester là, c'est le sentiment de ne pas être ni d'avoir sa place à l'école. Tu sais, il n'y a pas ce qu'on appelle il n'y a pas de connexion entre l'élève et l'école. Le bonding, qu'ils appellent en français, en anglais, hein, plutôt, en bon anglais. Il n'y a pas de sentiment de connexion entre l'élève et l'école. Il se sent perdu dans un monde où tout le monde a l'air de comprendre. Hein? Puis, lui, il ne comprend pas. Il est comme en Chine. Tu sais, il est comme sur une autre planète. Tout le monde, autour de lui, ça a l'air tout le monde, ça marche, mais lui, ça ne marche pas. Puis, il ne comprend pas pourquoi. Pour lui, l'école... des fois, je dis l'école, c'est une prison pour ces élèves-là. Hein? Puis, ils ne savent pas pourquoi, mais condamnation, c'est les enferme. Là, hein? C'est 16 ans. Il faut que tu sois là jusqu'à 16 ans. Là. Pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils sont là. Fait que c'est vraiment un contexte qui est fait d'humiliation, d'échecs répétés, qui jour après jour, puis qui mine leur estime de soi. Parce que l'estime de soi, à l'âge scolaire, là, le premier déterminant de l'estime de soi, c'est notre sentiment d'être capable d'apprendre. OK? C'est notre perception de compétence ou sentiment d'efficacité personnelle. J'utilise les deux termes de façon interchangeable, là, c'est la même affaire. OK? Le premier déterminant de l'estime de soi des jeunes, tant qu'ils sont à l'école, c'est leur sentiment de compétence, leur sentiment d'efficacité personnelle. Des bouts de temps, il y a eu tout ça de programmes. On disait, on va travailler sur l'estime de soi de nos jeunes qui sont en difficulté parce qu'on s'apercevait qu'il y avait l'estime de soi dans le 4e sous-sol. Je dis, ben non, mais tu ne travailles pas sur l'estime de soi pour les aider à réussir. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut travailler à les faire réussir, puis là, leur estime de soi va monter. Parce qu'à l'adolescence, l'estime de soi, il y a la réussite scolaire, l'apparence physique, hein? Et puis les relations avec les pairs. Hein? C'est les 3 gros domaines d'importance de l'estime de soi à l'adolescence. Fait que si on veut agir sur l'estime de soi de nos élèves en difficulté, il faut les amener à vivre des succès. Il n'y a pas 56 solutions. Et donc, c'est des jeunes qui se sentent abandonnés, puis détestés souvent par ils ont l'impression que les enseignants les détestent. Tu sais, parce que
c'est vrai que l'élève qui résiste à tout ce que tu peux faire pour essayer de faire comprendre quelque chose, à un moment donné, tu sais, ça paraît, là. J'essaie de pas pogner les nerfs, là, mais on dirait que ça paraît pareil, hein? On dirait que ça paraît pareil. En tout cas, lui, il s'en aperçoit. Puis méprisé par les camarades qui réussissent mieux. Alors, puis on va y revenir un petit peu tantôt. Le sentiment d'efficacité personnelle, une de ses grosses caractéristiques, je vous disais tantôt, ça se construit, on ne vient pas au monde avec ça. Et c'est subjectif. C'est subjectif. Puis là, ici, j'ai deux grands penseurs qui nous ont dit ça. Virgile qui dit « Ils peuvent ceux qui croient qu'ils peuvent ». Moi, des fois, je rajoute « On ne fera jamais plus que ce qu'on pense qu'on est capable de faire ». Okay? C'est la limite de ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on pense qu'on est capable de faire. C'est ce qu'il dit aussi. Puis Gandhi, je préfère encore celle-là, qui dit « Se croire capable de faire une chose permet souvent d'acquérir cette capacité qui n'était pas là au départ. Parce que je pensais que j'étais capable de le faire, même si effectivement je n'étais pas si capable de le faire que ça. J'ai tellement gossé autour, j'ai tellement travaillé, j'ai tellement fait d'efforts que je suis parvenue. J'y suis parvenue. Mais je pense que c'est comme ça qu'on se développe dans la vie, hein? Je pense que c'est comme ça qu'on se développe dans la vie. Alors, la subjectivité, ce que ça veut dire, c'est qu'on revient à notre Bendura de tantôt, la motivation, là, elle ne s'alimente pas à nos vraies capacités, mais à ce qu'on en pense de nos capacités. Puis nos capacités réelles, là, c'est pas égal à notre CEP, cette affaire-là. OK? C'est pas égal à notre CEP. Puis, on parlait des doués tantôt. Peu importe le potentiel intellectuel des élèves. On l'a fait, pas une histoire. On est allé dans les écoles, on est allé dans des classes de douance, des élèves en retard d'apprentissage de 2 ans, là, fait qu'ils ont leur numéro de patente du ministère de l'Éducation, là. Puis les élèves ordinaires, qu'on appelle ordinaires. C'est pas joli, hein, comme terme, les élèves ordinaires. Moi, ça me rappelle maman, quand j'étais jeune, le lundi, elle faisait son ordinaire. Ça voulait dire faire le lavage, puis l'hiver, les tendre dans la maison. Tu sais. En tout cas, moi, j'aime mieux dire les élèves réguliers, issus le cheminement régulier, tout simplement. Et donc, on a fait ces études où on a mesuré le sentiment d'efficacité personnelle. Dans certaines expériences, on l'a manipulé sur des tâches artificielles, par exemple. On l'a manipulé, puis on était capable de montrer que peu importe que les élèves soient des élèves en retard de 2 ans, que ce soit des élèves qui suivent bien leur cheminement, ou que ce soit des élèves en facilité d'apprentissage, pour ne pas utiliser le mot douance, bien, à partir du moment où un de ces élèves-là est convaincu de ne pas être capable de faire quelque chose, d'avoir un sentiment d'efficacité faible devant une tâche, bien, il se comporte tout de la même façon. Il se comporte exactement de la même façon. L'élève en douance, là, bien, s'il est convaincu de ne pas être capable là, de résoudre le problème que j'y donne, trouver le mot, la langue française qui remplace un mot artificiel d'une série de 6 phrases que j'ai faites, là, c'est une des tâches qu'on utilisait, bien, mon élève doué, là, il émet exactement les mêmes comportements que mes élèves en difficulté, que mes élèves plus faibles. Fait que c'est ce que ça veut dire, peu importe le potentiel. Puis avec l'âge, c'est ça qui est dramatique, le sentiment d'efficacité personnelle, il prédit mieux le rendement scolaire des élèves que ses vraies capacités. OK? Il prédit mieux. Tu as une mesure du potentiel de l'élève, mesure de QI ou d'habileté mentale, peu importe. Tu as la perception de compétence et la perception d'efficacité personnelle de l'élève. Tu regardes ces deux affaires-là, puis tu te dis, OK, lequel est le mieux lié au rendement de l'élève, au vrai rendement? Bien, jusqu'en 4e année du primaire, c'est les habiletés intellectuelles, c'est le potentiel de l'élève. Quand on arrive en 6e année du primaire, ce qu'on voit, c'est que le sentiment d'efficacité personnelle puis le potentiel de l'élève, il explique exactement le même pourcentage dans le rendement des élèves. Puis quand on arrive en secondaire 1, bien là, je vous en passe un papier, les capacités réelles des élèves, là, ils expliquent presque plus rien dans le rendement. Ils expliquent 4 du rendement, si ça peut vous dire quelque chose. Puis le sentiment d'efficacité personnelle, il est rendu qu'il explique 20 du rendement. C'est une méchante affaire. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire probablement que tant que l'élève est à des niveaux scolaires où les affaires ne sont pas encore trop complexes, qu'il a juste à être assis dans la classe, puis c'est des éponges, puis hein?
bien là, oui, son potentiel intellectuel, il explique mieux parce qu'il n'a pas besoin vraiment de travailler. Mais à partir du moment où il arrive à des niveaux scolaires, où là, là, c'est plus juste ça, là. Il faut que tu travailles, tu as des travaux plus longs à faire, ça devient plus complexe, il faut que tu te retrousses les manches. Bien, celui qui est convaincu de ne pas être capable, bien, il ne le fait pas. Ou il le fait à moitié, puis c'est comme ça qu'on peut voir que son sentiment d'efficacité personnelle faible explique vraiment très, très bien son rendement scolaire, alors que ce qu'on mesure de ses capacités devrait permettre de prédire un rendement qui est vraiment supérieur à ça. Ça, c'est des études qu'on a faites. Ici, on a des élèves réalistes. Ça, c'est une étude, on appelle ça des études longitudinales. On part avec une méchante gang d'enfants, là, genre 800, 900, là, autant qu'on peut en prendre. Puis là, on va les voir à chaque année. Ces élèves-là, on est allés voir à chaque année, on est allés voir à partir de la quatrième année du primaire jusqu'à la 4e année du secondaire. OK? On a fini avec, je ne sais pas, 700. On a un peu de mortalité expérimentale, on va dire, on ne les a pas tués. C'est eux autres qui... Ils déménagent. Des fois, il y en a qui se tannent aussi, là, je les comprends. Moi, je me serais tannée bien avant ça. Je les ai trouvés bien bons, en fait. Je ne l'aurais pas dit, là, mais je les ai trouvés bien bons. Et puis donc, à chaque année, on a une mesure de leur sentiment d'efficacité personnelle. Puis on a une mesure, j'ai mis le QI ici pour aller plus vite, mais c'est une mesure, tu sais, c'est apparent au QI, c'est une mesure d'habileté mentale. Puis là, bon, je vous passe les détails statistiques, mais on appelle ça une analyse de régression. Puis on est capable de déterminer les enfants, les élèves, qui nous rapportent un sentiment d'efficacité personnelle qui est bien ajusté à leurs habiletés mentales. Fait qu'ici, dans notre rond orange, là, les petits points, ce serait comme tous des élèves. Puis ces élèves-là, ils sont tous à l'intérieur d'une marge d'erreur raisonnable, OK, par rapport à l'évaluation de leur capacité, hein, leur sentiment d'efficacité personnelle. À mesure que nos élèves ici ont des habiletés mentales supérieures, on voit qu'ils montent sur l'axe du sentiment d'efficacité personnelle. Me suivez-vous? C'est clair, mon affaire? OK. Mais bon, on va les appeler nos élèves réalistes, OK, parce qu'ils ne sont pas pires, ils sont assez bien ajustés. Ici, on a nos joyeux compagnons. On les appelle nos optimistes. Je les ai mis en vert. Eux autres, regarde, ils sont contents. Ils sont contents. Ils ne sont pas si forts que ça. Là. Ils ne sont pas si forts que ça, ici. Là. Mais, tu sais, plutôt passer là, ils sont en haut. Là. Eux autres sont convaincus qu'ils sont vraiment bons. Là. Hein? Donc, je les appelle les optimistes. Gonflés à l'hélium, tu sais, un peu gonflés à l'hélium. Ils sont joyeux. Joyeux. Bien, on a nos tristes, on a nos élèves pessimistes, qui, eux autres, en dépit de capacité mentale assez élevée sur cet axe-là, restent très faibles sur le sentiment d'efficacité personnelle. OK? Donc, on a nos 3 groupes, grosso modo, comme ça. Fait que ça, on les avait à chaque année. À chaque année, on prend ces mesures-là. Ça nous permet de déterminer leur score. Où va être leur score ici? OK? On fait ça pendant plusieurs années. On fait ça plusieurs années parce que si on fait ça juste une fois, là, mettons que cette journée-là, il s'est passé quelque chose avant de partir de l'école, avant de partir de la maison, puis l'élève, il arrive à l'école, puis il n'est pas de bonne humeur, là. Si tu le questionnes sur n'importe quoi, regarde, ça va être tout guéri, là. Fait que c'est pas bon, c'est un portrait trop momentané qui ne veut pas rien dire. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire des études longitudinales où on les suit, on va les voir année après année. Ils ne s'en rappellent pas l'année d'avant à ce qu'ils nous ont dit. Là. On s'entend dessus que. Puis de toute façon, le résultat ici, c'est le résultat d'une opération mathématique, d'une opération statistique. Fait que ça nous permet de faire ici ce qu'on appelle des trajectoires. OK? Fait que ces élèves-là ici, là, on appelle ça un billet d'auto-évaluation, hein, parce que c'est. Oh mon Dieu! C'est billet en haut ou billet en bas, sinon réaliste. Puis, on regarde année après année. Fait qu'ici, on a une gang, là. Nos optimistes sont ici, là. Année après année. OK? Eux autres sont dans le top. Eux autres sont pas mal toujours réalistes. Là. Regarde, ça va bien leur affaire. Puis eux autres, là, dans ces métriques-là, un score de -1, là, c'est vraiment faible. C'est une grosse sous-évaluation. Puis ça ne s'arrange pas, leur affaire. Hein?
tout du long, ils vont rester comme ça. Puis là, c'est ça, on a 771 quand même, c'est pas rien. Et moi, au début, s'il m'avait dit, pensez-vous que vous allez avoir des différences de genre, puis que, tu sais, qu'il va y avoir dans les billets d'auto-évaluation, j'aurais dit, oh yes, gage ma paye la semaine, et j'ai bien fait de ne pas le faire, que les filles vont se retrouver plus dans le groupe pessimiste, dans le groupe sous-évaluant leurs compétences que les garçons. Aucune différence. Aucune différence entre les gars et les filles. OK? Fait qu'il n'y a pas de ségrégation sexuelle dans le billet d'auto-évaluation. C'est toujours bien ça. OK. Fait que ça, vous pouvez me dire, ouais, mais ça, c'est cute, Mme Bouffard, là, c'est le fun de faire des affaires de même, puis après. Qu'est-ce que ça fait, ça, que, qu'ils soient de même, ces enfants-là, tout le temps? Ah ah! Voilà ce que ça fait. Après 6 ans, voilà ce que ça fait. D'abord, c'est important de dire qu'ici, regardez, là, en termes de mesure de capacité, on s'entend-tu qu'ils sont pareils? Hein? C'est pareil, ça. S'il y a de quoi, nos pessimistes, nos optimistes, c'est même mieux, eux autres, c'est pareil. Il n'y a pas de différence significative entre ces scores-là. Fait que s'il y a des différences ici, on ne pourra pas dire que c'est à cause de la mesure de compétence. OK? Ils sont pareils. Bon. Alors, ce qu'on a mesuré, on a mesuré l'aliénation scolaire dont je parlais tantôt. L'école, c'est pas fait pour moi que je fais nanana. Puis ce qu'on voit, c'est que nos élèves pessimistes scorent pas mal plus fort sur la mesure d'aliénation scolaire, qui est un fort prédicteur de l'abandon scolaire. OK? C'est un des meilleurs prédicteurs de l'abandon scolaire. Ils scorent plus fort que nos réalistes, mais qui, eux, scorent plus fort que nos optimistes. Hein? Le jugement de l'enseignant, on demandait aux enseignants, parce qu'il y a des pratiques très différentes dans l'évaluation. De façon générale, tu as 5 groupes d'élèves. Tu as le groupe 1, eux autres, c'est vraiment les faibles, là. Puis les faibles, puis les moyens, les ordinaires. Ceux qui sont très bien, puis les excellents. Donc là, on demandait aux enseignants de nous classer ces élèves-là dans chacun de ces groupes-là. OK? Fait que ce qu'on voit, c'est que le jugement de l'enseignant est nettement supérieur chez les élèves qui, pendant tout le temps, ont été des élèves optimistes, c'est-à-dire qui surévaluaient en principe leurs compétences, puis ça descend comme ça. Puis le pourcentage d'abandon scolaire, à la dernière année du secondaire, on a pu retourner puis les retrouver. Bien, chez nos optimistes, 11 18 29 ici. OK? Fait que les billets d'auto-évaluation, c'est pas juste une romance, cette affaire-là. Ça a des impacts concrets, directs. Et moi, je ne check pas mon temps. Tout est calme, là. Le jour où je suis allée raconter ces affaires-là à la TV, au code de Chastenay, puis que je finis par dire, ben oui, que surévaluer ses compétences, c'est un atout dans la vie. Nous autres, on a eu ça, hein? Au Québec, le monde qui se trouve bon. Là. Surtout quand on trouve qu'il se trouve trop bon. Là. Je ne sais pas si j'ai judéo-chrétien, là. Tu sais, mais on n'aime pas ça. Hein? On n'aime pas ça. Puis, hey, ils n'ont pas aimé ça, m'entendre dire ça au code de Chastenay. J'ai eu à peu près 150 courriels, je pense, de bêtises d'enseignants, entre autres d'enseignants. Ils disaient, c'est quoi ces folichonneries-là que vous êtes allés dire à la TV de même? Ça se peut pas, ça. Là, qu'est-ce que je te dis? Moi, je pensais pas non plus, là. Mais c'est comme ça que ça arrive. Donc, tout ça pour dire qu'en milieu scolaire, en tout cas, là, avoir un bon sentiment d'efficacité personnelle, là, même un peu soufflé, là, bien, c'est plus un atout que le contraire. C'est plus un atout que le contraire. Maintenant, on pourrait discuter, mais on n'a pas le temps sur, oui, mais si ça devient vraiment excessif, oui, peut-être qu'il y a un point où il y a une certaine désutilité, puis que la personne, elle va juste se mettre à risque. Puis... Mais vous savez, quand on voit ces élèves-là, ils finissent par mieux réussir. Pourquoi ils finissent par mieux réussir? Mais parce qu'ils essayent. Ils sont tellement convaincus. Ils le font, puis des fois, ils se plantent. Ils ne réussissent pas à tout faire, mais ils en ont fait un bout. Puis le bout qu'ils ont fait, ils ne l'auraient pas fait autrement. Fait que là, ils en savent bien plus qu'ils en savaient. C'est comme ça que ça marche, hein? Se protéger d'un sentiment d'efficacité faible, il y a toutes sortes de façons de le faire. Fuir, abandonner le domaine ou l'activité. C'est un mécanisme de défense qui est normal pour préserver sa santé mentale en situation d'incompétence. Parce que vous, comme moi, là, si on se trouvait tellement incompétent dans notre job, là, puis
qu'à tous les matins, là, on se lève, puis on dit encore que j'aille là. Encore passer ma journée à essayer de faire semblant, puis je le sais, puis je suis pas capable, puis je suis pas bonne, puis Écoute bien, là, c'est la folie, je veux dire, c'est la dépression qui t'attend, hein? Dans pas grand temps, là. Lâche ta job, va vendre des cravates roses chez l'abbé, fais autre chose, là, mais tu sais, lâche ça. Les élèves, eux autres, ils peuvent pas, là. Continuez d'y aller à l'école, là, hein? OK. Fait que si on ne peut pas quitter la situation, bien, on va la désinvestir. On va dire, l'école, c'est rien pour les nerds, on prend rien que des niaiseries, on n'a pas de notre temps, non. C'est ça qu'on va faire. Puis ça, bien, écoute, tout ce que ça fait, c'est, on appelle ça des stratégies d'auto-sabotage. Fait que ça ne règle pas le problème, ça va rien que l'aggraver, hein? Fait que ça ne va pas mieux que ça allait. Il y a d'autres solutions. Une de celles-là, c'est se valoriser en s'associant avec des pairs, puis lâcher l'école, puis tu t'associes avec des pairs qui sont aussi calmes que toi. Puis au moins, ils te reconnaissent, eux autres. Au moins, tu as un statut social. Hein? Parce que tantôt, quand je disais se sentir en relation avec les autres, là, bien, c'est ça. Peut-être que là, tu n'auras pas un sentiment de compétence, mais au moins, tu vas avoir un sentiment d'être connecté avec un certain nombre de personnes. Ou l'autre, choisir un domaine où la réussite nous semble possible. Puis, je pense que nos jeunes qui viennent en formation professionnelle, ils sont animés beaucoup de ceci, hein, où ils ont l'impression qu'ils devraient être capables, mais ils y arrivent pareil avec leurs doutes. Hein? Ils y arrivent pareil avec leurs doutes. Alors, pour aider, bien, il faut que nous, on juge qu'on a été capable de le faire. On ne peut pas aider quelqu'un si... Ben, c'est comme les autres. S'ils pensent qu'ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables. Si nous, on pense qu'on n'est pas capable de les aider, on ne sera pas capable de les aider. OK? Donc, il faut s'en croire capable. Puis... c'est pas évident, c'est pas évident. Dans beaucoup de cas, on a l'impression qu'on manque d'outils, on a l'impression qu'on n'est pas capable de rien faire, puis que cet élève-là, son échec, bien, il nous retourne ça d'en face comme la limite de notre incompétence à nous autres. Parce que moi, je suis compétente, je suis capable de toutes les faire réussir, supposément, là. Fait que si je suis pas capable, là, bien, cette colline d'enfant-là, là, il me reflète mon incompétence, là. Fait que, on réagit à ça aussi, hein. Je vais passer vite sur sentiment d'efficacité personnelle de l'enseignant. Ça encore, ça vient tout d'observation en classe où on a regardé comment se comporte en classe un enseignant qui a un sentiment d'efficacité positive versus un sentiment d'efficacité plus faible. Vous en prie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des comportements complètement différents. Quand on a un sentiment d'efficacité... Hey, je pourrais vous envoyer le PowerPoint si vous voulez. OK? OK. Je vais juste enlever les images parce que je n'ai pas demandé de droit d'auteur. Mais je peux les utiliser, je me suis informée. J'ai le droit de les utiliser en conférence, mais je n'ai pas le droit de les diffuser. C'est vrai, ça, ce que je suis en train de dire là? Il enregistre, lui, en plus. Je finis en prison, là. Ouais, c'est vrai. Ben, donc, on se comporte de façon très différente. Moi, la première fois que j'ai donné un cours à l'université, tabarouette, c'était effrayant. J'avais une centaine d'élèves dans ma classe, puis j'étais sûre, moi, j'étais en 4e année de doctorat, eux autres étaient en première année de bac, là. Puis là, j'étais sûre que, en tout cas, qu'il allait y avoir au moins 3-4 génies dans cette classe-là, là, qui allaient me poser la question totale, puis que j'allais pas être capable de répondre. Hey, j'ai passé le cours, là, eux autres, maintenant, vous êtes ma classe, là. J'ai passé le cours, tout le temps du cours, je parlais comme ça. Quand j'arrivais au bout, là, je me retournais pas de mal. Je me retournais comme ça. Faites ça tout le long. Puis, je voulais pas les voir, les mains qui se levaient. Hein? Je faisais comme la waitress au resto quand tu es dans le jus, là. Tu es là, tu veux partir, tu veux payer ta facture, tu t'agites, elle ne te voit jamais. Hey, regarde-moi, là, c'est pareil, je les ai pas vus, là. J'ai fait ça. Hyper rigide parce que tu es tellement pas sûr de toi que... Fait que ça induit toutes sortes de comportements. Ils sont là, vous les lirez. On va passer vite, on n'a pas le temps. C'est plate, hein? Fait que du SEP, de l'adulte à celui de l'élève, il faut qu'on arrive à comprendre comment nos stratégies, nos pratiques, nos attitudes, notre soutien influence le sentiment d'efficacité de nos élèves, qui en retour influence la qualité de leurs apprentissages, qui vient alimenter après notre sentiment d'efficacité à nous autres. Hein? Fait que ça marche un petit peu comme ça, là. Alors, rapidement, je dis l'apprentissage de l'élève, c'est une entreprise cognitive, mais c'est une entreprise interpersonnelle aussi. OK, c'est une entreprise cognitive parce qu'il y a des apprentissages à faire. Hein? Mais c'est une entreprise interpersonnelle aussi parce que ces apprentissages-là, ils sont médiés
Hein, ils sont médiés par les interactions pédagogiques, les interactions didactiques, mais les interactions aussi de nature psychologique, sociale et aussi affective. Tu sais, on ne travaille pas impunément avec des personnes. Il y a quelque chose qui se développe nécessairement. Et l'élève qui sent que son enseignant a confiance et puis qui croit en lui, bien, cet élève-là, il commence à construire sa confiance personnelle à lui aussi, puis il consolide aussi sa détermination à apprendre puis à le faire son programme de formation. Fait qu'agir sur le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève, une des façons d'agir, c'est via le soutien qu'on va donner à nos élèves. La qualité de la relation enseignant-élève est plus importante encore pour l'élève en difficulté que pour l'élève qui réussit bien tout seul. Il n'y a pas besoin de nous autres, des fois. Ah, je dis, on pourrait mettre un pantin devant, là, ça marcherait pareil. Il n'y a pas besoin trop de nous autres. Un ordinateur, ça pourrait faire la job. L'élève qui a en difficulté, lui, il a vraiment besoin de nous autres, puis il veut compter sur nous autres. Puis cette importance-là du soutien, elle reste vraie, je dis, de la petite à la grande école, parce que j'en vois des exemples dans mon propre labo continuellement. Pourquoi ce soutien-là? Parce que la perception du soutien, quand l'élève a l'impression qu'on lui donne du temps, on le soutient, bien, ce qu'on lui envoie comme message, c'est d'abord, je te reconnais comme personne, pas juste comme un élève qui a de la misère, là. Je te reconnais comme une personne, je te donne du temps, je te reconnais comme quelqu'un qui a de la valeur, mais je te reconnais aussi comme quelqu'un qui est capable d'apprendre. Parce que je vais prendre mon temps pour je vais m'en venir à bout de toi. Là, je vais t'aider, on va y arriver. Et tout ceci améliore évidemment le sentiment d'efficacité personnelle de l'élève. Dans cette étude-là qu'on avait faite ici, là, c'est avec des élèves du primaire, mais en tout cas, vite, on demandait aux élèves, une des choses qu'on leur demandait, c'était s'ils pensaient que leur enseignant était capable de les aider à faire quelque chose si eux autres, ils n'avaient pas envie ou ils n'aimaient pas faire cette chose-là. Puis, on a demandé ça à des élèves de 2e année du primaire, de 4e année du primaire, puis du 6e année du primaire. Puis c'est pertinent parce qu'ils deviennent plus vieux, mais ils restent pareils, ces enfants-là. Puis, au départ, on avait demandé aux élèves de se classer dans 2 groupes. On disait, tu sais, dans la vie, il y a toujours de monde. Il y a du monde qui aime le chocolat, il y en a d'autres qui n'aiment pas le chocolat, il y en a qui aiment le poisson, d'autres pas le poisson. Il y en a qui aiment l'école, puis il y en a qui n'aiment pas l'école. Toi, t'es quoi par rapport à l'école? Fait que là, on avait des enfants qui s'étaient identifiés comme aimant ou n'aimaient pas l'école. On savait que ça correspondait au fait d'avoir des difficultés à l'école. Mais on n'est pas sauvage. On n'allait pas demander une bête de même aux élèves. Toi, as-tu de la misère à l'école? Mais non, ça ne se fait pas. Tu ne demandes pas ça. Fait qu'on est passé par n'aime pas l'école. Et ce qu'on s'est aperçu dans cette étude-là, c'est que les enfants qui n'aiment pas l'école nous disaient qu'en 2e année, 25 des enfants nous disaient « Mon enseignant, il ne sera pas capable de me faire quelque chose que j'aime pas. » 25 2e année, ça a 7-8 ans, ça, là. Hein? Comment? Pas vieux. Après ça, on monte à peu près à 34 quand ils sont en 4e année. Puis, en 6e année du primaire, on était à 48 il me semble. Mais, on a demandé la même affaire aux enseignants. Demandé aux enseignants de nous dire, eux autres, là, tu sais, c'est un élève qui aime l'école, puis c'est un élève qui n'aime pas l'école. Puis, ils répondaient pour chacun des 2 types d'écoles. Quand un élève n'aime pas l'école, puis tu veux y faire quelque chose que l'élève il dit qu'il n'aime pas, puis es-tu capable de l'aider? Bien, je vous en fous un papier. Les pourcentages de monde d'enseignants, là, bien, ils sont miroirs à ce que nous disent les élèves. OK? Ils sont miroirs. En 2e année du primaire, on a 20 des enseignants qui nous disent que s'ils flottent 7 ans, ils disent que oui, il pas dit, oui, pas faire, bien, ils n'ont aucune façon de l'amener à le faire. En 4e année du primaire, ça monte de même, puis en 6e année du primaire, on était dans le 50 Ça fait que c'est rough un peu, hein? Agir sur le CEP de l'élève, bien, nos jeunes en formation, comme les autres, les étudiants en formation professionnelle, ils ne sont rien comme tous les autres élèves, OK? On en fait des cas d'espèce, mais parce qu'ils ont une histoire particulière, mais ils sont comme les autres. Puis réussir en début de parcours, ça aide à construire. Fait que quand on les accueille, ces élèves-là, là, bien, il faut s'organiser pour leur faire vivre des réussites rapidement, là, hein? Il faut vraiment réussir parce que c'est ce qui va les aider à construire ou à reconstruire leur croyance dans leur capacité d'apprendre parce qu'ils l'ont perdu, cette croyance-là, puis leur permettre d'entrevoir que peut-être, oui, ils peuvent réussir leur programme. Puis que plus l'élève est amené à croire en l'utilité et en l'efficacité de ses apprentissages, plus il renforce
ses croyances, dans ses capacités et son potentiel de développement. Et donc, multiplier les occasions de faire vivre des réussites aux élèves en les incitant à se fixer des buts réalistes. Hein, des buts réalistes, des buts à court terme, puis qui les mobilisent dans l'immédiat plutôt que viser des objectifs à très long terme. OK? Pourquoi c'est important? Parce qu'un but général à long terme, c'est difficile de savoir si tu progresses. C'est tellement loin que tu ne peux pas le savoir, là. Fait que si tu donnes des buts clairs à court terme, OK, je suis allé là, tu y mets des marqueurs, hein, assez rapprochés, puis OK, puis là, il est allé de là à là, il est allé de là à là, il est allé de là à là. Puis là, bien, ça te jamme à un moment donné, fait que là, il faut aller chercher de l'aide. Mais cet élève-là, là, plutôt que de dire s'il y avait eu un but général, puis il serait arrêté là, dire « Ah, j'ai pas été capable de rien faire. » Ah, bien là, il ne va pas dire ça. Là, il va dire « Ah, j'ai été capable de faire jusque-là. » Parce qu'on lui a donné les marqueurs. Puis là, bien, ça l'aide. Ça l'aide à vérifier qu'il avance, hein? Puis ça l'aide à pouvoir s'autoréguler, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il sait où c'est que ça bloque, quand ça ne marche plus, bien, il est capable de s'autoréguler. Vous savez, c'est quoi l'autorégulation? C'est la prise en charge de son fonctionnement, prendre les moyens qu'il faut pour voir est-ce que j'ai bien compris, qu'est-ce que je n'ai pas compris encore, puis ça t'aide à savoir comment tu peux te réorganiser par la suite, où est-ce qu'il faut mettre les efforts. Alors, j'ai toujours évité de placer l'élève dans une situation qui comporte une probabilité élevée d'échec. Parce que, bien, c'est sûr, s'il manque de connaissances, s'il manque de stratégie, il va échouer, puis il y avait déjà de la misère, ça ne va pas l'aider. Bien, le jeune qui vit qui a un CEP faible, bien, il vit du stress, il vit des émotions négatives. Ça, il faut vraiment bien savoir ça, là, que ces élèves-là, la tabarouette. Puis le stress, bien, ça brûle de l'énergie. Hein, je veux dire, ça t'empêche d'apprendre, en fait, parce que ça détourne tes énergies mentales vers des ruminations sur tes incapacités, Pendant ce temps-là, le temps passe, là, puis, regarde, c'est fini. Tu n'as pas fini ton diaporama, puis tu dis, hey, t'es bien pas bonne, là. Tu as mal géré ton temps, là, Thérèse Bouffard. Mais eux autres, c'est ça, hein, Fait qu'il faut, il faut les aider. Il faut travailler sur le stress de ces élèves-là. C'est possible de changer la situation. Puis on est capable de le faire comme enseignant. Bon, bien, regardez, c'est tout beau, ça, hein? Je vais juste finir, OK, sur la conception de l'intelligence. Ça, c'est une affaire sur laquelle je veux. La conception de l'intelligence ou du talent, là, hein? C'est un enseignant, là, il faut... Avant, quand j'étais jeune et folle, puis j'allais faire des formations, puis je travaillais encore plus juste en métacognition, je commençais dans mes trucs, je donnais des papiers au monde, puis je disais, répondez à ce questionnaire-là. On va en parler tantôt. C'est un questionnaire sur la conception de l'intelligence. Là, je demandais aux gens de répondre à ça. Puis là, je me mettais à parler de la conception de l'intelligence, puis est-ce qu'on voit l'intelligence comme quelque chose qui se développe ou comme une espèce de potentiel, tu sais, je veux dire, il y a des différences individuelles, il y a du monde qui vient au monde bien intelligent, avec bien des capacités, puis fixe ou... Fait que là, bien, comme j'en avais parlé, après, je demande, bien, ici, qui a une conception dynamique de l'intelligence? Tout le monde levait la main. Ben oui, écoute bien, on a désirabilité sociale. J'ai dit, OK, maintenant, on va vous montrer comment on corrige ça, ce questionnaire-là. Je ne vais pas les voir, vous les garder, c'est pas vous autres, là, c'est une outil de réflexion. Fait que là, j'ai dit, OK, voici comment on cote les affaires. Puis ils cotaient leurs affaires. Puis là, je disais, OK, maintenant, tel score à tel score, c'est conception statique de l'intelligence. Puis tel score à tel score, c'est conception dynamique de l'intelligence. Et j'ai rasé le lynchage à quelques reprises. Les gens étaient vraiment choqués après moi. Il y avait des prises de conscience qui se faisaient que, bien, moi, je suis un enseignant, j'ai une conception statique de l'intelligence. OK? Je pense que ces élèves-là, regarde, il y en a qui vont pouvoir se développer un petit peu, mais l'intelligence, ça ne peut pas se développer beaucoup. Hein? Et moi, je dis, ça, c'est la pire affaire. Le pire défaut qu'on peut avoir comme enseignant, à mon avis, c'est cette croyance que l'intelligence, ça ne se développe pas, que c'est une caractéristique personnelle avec laquelle on vient au monde, puis on va faire avec ça. Puis, moi, je me dirais, pensez à quand vous étiez jeune. Moi, quand je pense à quand j'étais jeune, en tout cas, j'ai échoué mon examen de géométrie plane. Hey, je n'étais pas bien intelligente à 15 ans. Puis, je suis devenue plus. Vous allez dire, c'est marié, c'est bien, on devient plus intelligent. C'était pas intelligent, je me suis mariée à 19 ans. Mais, anyway. Puis avec le temps, puis je suis retournée à l'école, puis j'ai étudié, puis j'ai travaillé, puis Puis savez-vous, à 70 quasiment, là, dans quelques jours, bien, je trouve que je suis pas mal plus intelligente que je l'étais à 15 ans.
Et je pense que c'est comme ça. Et je pense que comme enseignant, c'est la conviction qu'on doit avoir envers nos élèves que l'intelligence, ça se développe, c'est un outil, puis c'est notre job à nous autres de les amener à le faire. Alors, selon les données du ministère, il y a pour plus qu'un tiers des personnes en formation professionnelle, c'est un retour aux études. C'est un retour aux études après un abandon scolaire qui est généralement pour la raison que ça n'allait pas bien. Hein? C'est pas quand ça va bien. Il y en a beaucoup qui ont eu des difficultés, des troubles d'apprentissage, d'adaptation, qui les amènent à douter de leurs compétences à apprendre, puis qui vivent l'aliénation scolaire. C'est une méchante décision que font ces élèves-là, hein, de retourner à l'école. De retourner là où ils ont eu tellement de misère. Là. Je trouve qu'il faut les admirer. Mais, effectivement, le besoin de se sentir compétent, celui de se sentir connecté aux autres, c'est des besoins qui sont aussi fondamentaux, ces élèves-là, qu'ils sont pour toute autre personne, puis que nos actions envers eux, bien, nos actions, ils seront d'autant plus efficaces qu'on va parvenir à les aider à satisfaire ces deux besoins. Puis là, j'arrête. Pour vrai.